Donc Valérie Faudon, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Donc, je vais merci de votre invitation. Merci à vous. Revenir rapidement sur votre parcours. Vous êtes diplômé de l'École Polytechnique ainsi que l'École nationale des ponts et chaussées, mais également diplômé de l'IEP, l'Institut d'études politiques de Paris, appelé aussi Sciences Po Paris, et titulaire d'un master de sciences de l'Université de Stanford. Oui. Déjà, on dit quel parcours. C'est parce que j'aimais beaucoup les études. Aujourd'hui, vous êtes déléguée générale de la SFEN, donc Société Française d'Énergie Nucléaire, et vice-présidente de l'European Nuclear Society, et également enseignante dans la partie École d'affaires internationales de Sciences Po Paris. Donc, je vais dire juste un petit mot rapidement sur la SFEN avant de commencer ce webinaire. La SFEN, la Société Française d'Énergie Nucléaire, je le redis, qui accueille tous nos webinaires. Déjà, merci beaucoup Valérie au nom de Patrimoine Nucléaire qui m'aide à nous accueillir. Merci. Est-ce que vous pouvez nous présenter la SFEN rapidement un petit mot ? Oui, donc la SFEN, nous sommes une société savante. Donc, nos membres sont des personnes physiques. Voilà. On regroupe 3500 membres, on a une quinzaine de sections techniques, une vingtaine de groupes régionaux, des groupes internationaux, on a les jeunes, on a le groupe des femmes, voilà. On rassemble un petit peu toutes les énergies nucléaires et notre mission, c'est de favoriser le développement des connaissances sur le nucléaire. Donc on s'adresse à la fois à nos membres, on fait par exemple la semaine prochaine une grande conférence internationale sur la chimie dans le sud de la France. C'est une conférence internationale, il y a 60% d'étrangers. On s'adresse aux décideurs, on est un think tank, on publie des études, et puis on s'adresse au grand public quand on est en télé. Justement la dernière étude qui a justement été parue. Voilà, c'est le coût du nucléaire, et puis on a fait aussi une étude récente sur la consommation d'eau des centrales. Voilà. Et puis au grand public, on a en particulier 1 million de visites sur notre site. Par an. Ce qui n'est quand même pas rien. Pour les gens qui se posent des questions sur le nucléaire. Voilà. Merci beaucoup. Maintenant, on va attaquer. Donc, je vais rappeler rapidement le déroulé de ce webinaire. Donc, tout d'abord, je vais poser des questions dites principales à Valérie Faudon ici présente. Ensuite, ce sera les questions que vous nous avez posées au préalable par l'intermédiaire de la boîte à questions que nous avons fournie. Et enfin, ce sera vous, le chat, qui pourrez interagir avec Valérie Faudon en lui posant vos questions en direct. Valérie, première question. Comment financer le nucléaire du futur, le nucléaire de demain ? Alors, je ne sais pas ce que vous voulez dire là-dessus, parce que dans le nucléaire de demain, il y a différents modèles. Il y a les EPR, il y a les SMR, les AMR, voilà. Donc, sur les EPR, on a fait une étude là-dessus qui s'appelle « Comment financer le renouvellement du parc français ». C'est un sujet extrêmement important parce que le coût de production de l'électricité nucléaire est très sensible à la manière dont l'installation a été financée. Ça paraît incroyable, mais si on prend par exemple le PR d'Hinkley Point, qui vous savez a été financé aux alentours de 10%, donc avec des taux de financement assez élevés, le coût de production est supérieur à 100 €. Et s'il avait été financé, disons, à 4%, on serait en dessous de 60 €. Donc c'est pour vous dire la sensibilité. Tout ça, c'est parce qu'en fait, on a beaucoup d'investissements et beaucoup de capital qu'on doit dépenser au départ. Avec des cash flows négatifs pendant 10 à 15 ans. Donc voilà, et des risques associés au projet, donc c'est extrêmement important. Donc nous, on a écrit cette note pour faire un état des lieux de la manière dont les différents projets nucléaires avaient été financés en Europe dans le passé et aujourd'hui. Par exemple, comment c'est financé en Hongrie, comment ça a été financé à Olkiluoto, à HPC, à Sizewell au Royaume-Uni, et faire des recommandations de différents mécanismes financiers pour arriver à un financement aux alentours de 4%. Voilà. Maintenant, je crois que le gouvernement est en grand travail sur ce sujet depuis plusieurs mois. Et donc, on attend que ça sorte. Mais nous, notre recommandation, c'est que les coûts de financement soient bas pour que le coût de l'électricité, au final, soit bas. Et dans ces financements, quelle place accorder au partenariat public-privé ? Alors, c'est extrêmement important. C'est pas forcément sous une forme de partenariat public-privé, mais pour que le coût du financement soit bas, il faut un partage de risques et il faut pas que ça soit l'industriel qui porte l'ensemble du risque. Donc, il y a un risque sur les revenus. On l'a vu à Hinkley Point, il y a un revenu garanti. Donc, il faut qu'il y ait un système de revenus garanti. Mais il y a aussi des risques projets. Il y a des risques politiques. Si, par exemple, on a un gouvernement dans le futur qui ralentit le projet. Et puis, il y a des risques projets. Et voilà, sur le mécanisme de Sizewell C, une partie du risque projet est portée par les consommateurs. Et l'État anglais est une sorte d'assureur final au-dessus d'un certain niveau. Voilà, donc ça permet de baisser le coût du financement aux alentours de 5%. Voilà.
Qui dit financement dit nouvelles unités, évidemment, et inversement. Et donc, quels vont être les besoins, notamment de formation, qui seront nécessaires pour équiper ces unités? Alors, en termes de recrutement, passons par là, il y a eu un exercice qui a été fait par la filière nucléaire, donc le GIFEN, l'Association des industriels du nucléaire, qui s'appelle Match. Donc, c'est extraordinaire, cet exercice qui a été fait, puisqu'en fait, ils ont évalué les besoins en recrutement sur les 10 ans qui viennent. Donc, ils sont arrivés à 100 000 personnes à recruter, dont 30 000 pour compenser des départs en retraite. Donc, c'est assez considérable. Donc, sur la base de cet exercice, donc l'Université des métiers du nucléaire, qui est un organisme qui a été créé dans le cadre du plan Excel, en fait, a été en charge de faire un plan au gouvernement pour faire un audit des formations qui manquaient. Et aussi, au-delà des formations, il y a un vrai enjeu d'attractivité de la filière. Je dirais que toutes les filières aujourd'hui se battent pour récupérer les meilleurs éléments, que ce soit dans les métiers d'ingénieur, en particulier les jeunes femmes, parce que tout le monde veut aussi féminiser ses employés, et puis les métiers techniques, évidemment. Et beaucoup d'industriels aujourd'hui ont mis en place leur propre formation interne et disent qu'ils recrutent plus sur des critères de savoir-être que de savoir-faire. C'est qu'il y a par exemple l'école des soudeurs d'EDF, par exemple. Oui, absolument. Et Framatome aussi. Et Framatome notamment. Voilà. Petite question, je reviens aux prévisions d'électricité, vraiment sur cette question de la prévision de l'avenir. Quelle confiance accorder aux prochaines prévisions de RTE? Alors en fait, les prévisions, demain matin, il y a un rapport à RTE qui va être publié, qui s'appelle le bilan prévisionnel 2035. Les prévisions d'électricité ont énormément changé. Quand on a fait l'exercice, puisque vous savez, toutes les filières participaient à cet exercice pour l'étude RTE qui est parue fin 2021, qui s'appelait Futur énergétique 2050. Les prévisions étaient aux alentours de 650 TWh, enfin 640, entre 640 et 650 pour 2050. Donc ça correspondait déjà à une croissance importante de la consommation d'électricité, supérieure à 30%. Et qui était liée à l'électrification des usages, évidemment. Et là, dans l'hypothèse qui a été prise pour 2035, dans l'étude qui paraît demain, c'est 640 TWh en 2035. Donc ça veut dire une croissance de la consommation bien supérieure à ce qui avait été initialement prévu, en fait. Et c'est lié au fait que pour tenir les objectifs européens Fit for 55, on doit accélérer encore l'électrification des usages. Donc, un des enjeux qui se pose, c'est comment on peut atteindre une production de 650 TWh en 2035. Donc c'est un peu compliqué pour le nucléaire. Alors je dirais qu'on a ce qu'on souhaite. Je pense actuellement dans les projets qu'on voit du gouvernement, c'est-à-dire à la fois le fait qu'il n'est plus du tout question de fermer des centrales si elles sont autorisées à fonctionner par l'autorité de sûreté nucléaire. Et puis très important, le lancement du programme de construction de 6 EPR. Mais on n'a pas énormément de latitude d'ici 2035. Si ce n'est la performance opérationnelle et le projet CAP 2025 qu'a lancé EDF pour pouvoir diminuer la durée des arrêts de tranche, et puis des possibles upgrades de capacité qui pourraient venir côté turbine avant 2030, mais côté îlot nucléaire entre 2030 et 2035, et tout ça étant extrêmement conditionnel à l'autorisation de l'autorité de sûreté nucléaire. Je bifurque rapidement sur les capacités du réseau, justement, pour soutenir ces unités de demain. Comment évaluer justement les conséquences techniques de la politique actuelle sur la stabilité du réseau? Alors ça, j'espère qu'on aura des données demain, puisque RTE dispose de moyens de simulation qui permettent de vérifier différents scénarios taux. Plusieurs modèles, j'imagine. Voilà, exactement. Donc ça, je ne sais pas exactement ce qu'ils vont nous dire, mais en tout cas, ce qu'ils nous ont dit dans les réunions préparatoires, c'est que une des variables très importantes, c'était ce qu'allait faire l'Allemagne. Sachant que le risque important, c'est que l'Allemagne puisse développer l'ensemble des renouvelables qu'ils ont prévu de développer, mais qu'ils n'arrivent pas à développer les moyens de flexibilité en même temps. D'accord.
en particulier au niveau des lignes à haute tension nord-sud et puis des moyens de stockage. Vous savez qu'ils ont un plan sur l'hydrogène bas carbone qui est aussi extrêmement incertain. Donc en fait, il y a des risques importants côté allemand. Bon, il y a des risques chez nous aussi, hein, bien sûr, tout le monde a des risques, mais ça a un effet important sur le système électrique français. Justement, on va vous répondre un petit peu déjà à ma prochaine question, qui était jusqu'où est-il pertinent d'intégrer les réseaux électriques des pays membres de l'Union européenne ? Alors, jusqu'à présent, et on l'a bien vu pendant la crise du Covid et aussi l'année dernière, quand nous, on a eu des problèmes sur les corrosions sous contrainte, l'intégration des réseaux européens a garanti la sécurité d'approvisionnement de tous les pays européens. Donc, c'est vraiment un truc positif. J'entendais la ministre donner l'exemple, vous savez, du blackout au Texas, c'était il y a 2 ans. Oui. Où ils se sont retrouvés très mal parce qu'ils étaient très peu interconnectés. Je crois même pas du tout. Donc on sait que c'est un facteur de sécurité d'approvisionnement. Moi, tout ce que j'ai pu lire dans les études, c'était que plus on était interconnectés, mieux ça allait. Je pense que j'essaye de voir les choses positivement aussi en me disant que c'est une formidable opportunité pour nous d'exporter. Puisque là, on est revenu à des niveaux d'export importants. Et si tout se passe bien, on sera aussi en capacité en 2035 d'exporter beaucoup. Vous avez parlé de l'Allemagne, justement, quand on parlait du réseau. Je voudrais rapidement revenir sur les différentes positions, notamment françaises et allemandes. Ces positions vis-à-vis de leur mix énergétique sont-elles réconciliables aujourd'hui ? Je lisais un article aujourd'hui de Bloomberg qui disait que c'était irréconciliable. Mais qu'il fallait se réconcilier parce que l'heure tourne en fait et il y a des vrais enjeux de compétitivité pour nos industries respectives. Oui. Et que si on loupe le créneau qu'on a actuellement et qu'on rentre dans les élections, il faut attendre la prochaine commission et on risque de perdre un temps précieux. Puisque je crois que c'est surtout l'Allemagne, ils sont en train de perdre ils ont des industriels qui pensent à se délocaliser. Oui, notamment aux États-Unis, depuis l'Iran en plus. Ouais, voilà, exactement. C'est un peu compliqué pour eux. Donc, il faut qu'on se mette d'accord. Moi, je vais prendre une position française. Hein, c'est juste l'électricité nucléaire, c'est 70% de notre électricité. Donc, c'est évident que pour nous, c'est important et c'est stratégique. Voilà. Donc, ils ne peuvent pas nous faire des propositions qui ne prennent pas en compte ça. Voilà. Est-ce que ça se fait oublier justement les objectifs de décarbonation à tous les niveaux ? Leur opinion publique est maintenant pour le nucléaire. Donc, ça va être intéressant de voir quel va être le vote allemand d'ailleurs aux élections européennes, puisqu'aujourd'hui, la CDU a dit qu'il fallait redémarrer les centrales, le FDP, qui est dans la coalition, souhaite un débat sur le démarrage des centrales. Donc on sait que l'opinion publique a changé en Allemagne incroyablement vite, hein, je crois que ça nous a vraiment surpris. Et donc, voilà, je pense qu'il faut qu'ils arrivent à considérer que le nucléaire en France, c'est stratégique, voilà. Et puis que c'est bien pour eux aussi, parce que ça contribue à leur sécurité d'approvisionnement. Je vais revenir sur un point que vous avez soulevé, qui était celui justement des EPR qui vont être construits, qu'on doit voir dans on va dire une bonne grosse décennie. S'il y a eu besoin de faire une loi d'accélération pour le nucléaire, comme une délégation interministérielle, ça veut dire qu'aujourd'hui, progresser pour un projet nucléaire, au fil du temps, c'est devenu une complexité épouvantable. Les réglementations françaises comme européennes génèrent des surcoûts importants et des délais superflus, sans réelle valeur ajoutée. Comment ont pu laisser dériver les règlements et les procédures à ce point ? Alors, je pense qu'il y a plusieurs sujets. Alors, ce qui a été bien traité d'ailleurs par le gouvernement dans la loi d'accélération du nucléaire, c'était toutes les procédures de permitting et qui ne sont pas forcément liées à l'industrie nucléaire. Et on le voit aujourd'hui, toutes les industries se plaignent des délais, des autorisations, voilà, exactement, pour installer des nouvelles usines. C'est que ce qui fait la différence entre une usine chinoise et une usine française, c'est pas les coûts de main-d'œuvre, puisque maintenant il y a beaucoup de robots et puis en plus le niveau de vie a bien augmenté en Chine. C'est vraiment la rapidité de pouvoir construire des usines rapidement. Et ensuite le coût de l'énergie, voilà, pour faire tourner l'usine. Enfin, chez nous elle est propre, mais l'énergie. Et donc maintenant, en ce qui concerne les règles de sûreté nucléaire, alors, ce que dit l'ASN quand on les questionne là-dessus, c'est qu'ils disent « Oh, on a fait du benchmark dans l'aéronautique, c'est aussi très compliqué. » Donc, voilà, donc on n'est peut-être pas tout seul. Je pense qu'il y a un mouvement sociétal qui va vers plus d'exigences, de réglementation et qui touche... et je pense que ça, on ne changera pas. Enfin, on ne va pas changer la société.
Mais il y a aussi des tas de complexités internes à notre filière, c'est-à-dire que parfois la SN dit aussi, je les cite, que la complexité est aussi partout chez nous. Donc chacun a à faire son travail, je dirais. Je pense que ce qui est devant nous, et moi j'ai toujours cet espoir que l'informatique va essayer de résoudre une partie de la complexité. Mais pour l'instant, quand je parle de ça, les gens ne sont pas toujours d'accord. Mais je pense que le mouvement sociétal vers plus de sûreté, en tout cas, est un mouvement irréversible et qu'on ne changera pas. Je vais revenir sur les élections européennes rapidement, parce que l'air de rien, ça approche, ça arrive même plus vite que prévu. Considérez-vous aujourd'hui que les députés français au Parlement européen défendent les intérêts du pays, d'un point de vue des intérêts surtout stratégiques, du point de vue de l'énergie notamment? Alors, on a plusieurs députés qui sont extrêmement actifs, en particulier un député, Christophe Grudler, qui est alors je vais me tromper sur son titre, mais en tout cas, il est coordinateur intergroupe. Oui, il est chef de rapporteur, c'est ça? Oui, enfin, je ne sais pas exactement. Enfin, il a un rôle important. Mais bon, on a beaucoup d'inertie parce que autant je trouve que les choses changent très vite au niveau des Européens. C'est-à-dire qu'on a vu les changements d'opinion dans les pays avec les études d'opinion aller très, très vite. Et aussi les gouvernements allaient très vite. Moi, par exemple, je suis effarée de ce qui s'est passé en Hollande, enfin aux Pays-Bas. La vitesse à laquelle, tout d'un coup, ils ont fait un débat public et se sont rendus compte qu'ils avaient besoin de nucléaire, et puis ils ont lancé le projet, ils ont déjà choisi le site. Voilà. Je trouve que c'est allé extrêmement vite. Donc je trouve que dans les pays, ça va vite. Et d'ailleurs, on a réussi, enfin la France a réussi, la ministre Agnès Pannier-Runacher a réussi à faire signer une déclaration, l'Alliance du nucléaire, avec un objectif de 150 gigawatts en 2050. Et ça a été très vite. En fait, à chaque réunion, il y avait un pays de plus. À la fin, il y avait l'Italie. L'Italie lance un groupe de travail justement pour étudier la relance nucléaire. Donc ça va très vite. Et puis au niveau de la commission, ça ne va pas très vite du tout. J'ai l'impression qu'on a toujours ces vieilles habitudes, ces vieilles inerties. Là, aujourd'hui, j'étais contente parce qu'il y a la commissaire de l'énergie Kadri Simpson qui est allée en Finlande. Donc il y a encore un an, elle n'aurait parlé que du renouvelable en Finlande. Et là, elle a dit renouvelable et nucléaire. Je me suis dit, ouf. C'est un sacré progrès. Parce que souvent, on disait, on voyait les textes sortir de Bruxelles et on cherchait dans le PDF, on cherchait le mot nucléaire et on ne le trouvait pas. Et je me souviens qu'il y avait des collègues à Bruxelles qui disaient, mais écoute, il vaut mieux qu'on n'y soit pas du tout, parce qu'en général, quand on y est, c'est pour nous exclure. Mais c'est compliqué. Alors j'espère que justement là, il va y avoir un vrai renouvellement. Donc peut-être l'intérêt également d'une certaine pause normative qui avait été demandée notamment dans l'étalonnage des mesures du pacte vert. Ouais, souvent les politiques, vous savez, on va voir les politiques et puis, alors c'est plus le cas aujourd'hui, mais pendant longtemps c'était, vous savez, moi je suis pour le nucléaire, mais je peux pas le dire. C'est un peu le nucléaire. Et maintenant ça change. Et je pense que au niveau de la commission, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Enfin, j'espère. Les producteurs d'électricité dits renouvelables prennent-ils aujourd'hui, selon vous, en charge le coût des externalités? Quel est leur véritable bilan carbone? Pour moi, non. Alors, il y a deux choses différentes. Il y a leur analyse de cycle de vie. Donc ça, nous, on utilise le rapport du GIEC 2014 pour regarder les analyses de cycle de vie de l'ensemble des technologies. Donc, ça peut être différent d'un pays à l'autre, mais en tout cas, nous c'est la base avec laquelle on travaille. On n'a pas d'infos plus détaillées, sauf sur la France, où on a 4 grammes là, de l'étude d'EDF pour le nucléaire. Mais autrement, au niveau du réseau électrique, ils ne prennent pas en charge, je ne sais pas si c'est pas ça que vous vouliez dire, les coûts d'équilibrage du réseau. Justement. Mais ça, c'est un travail vraiment que moi je trouve très bien fait dans l'étude RTE Futur énergétique 2050, parce qu'ils ont vraiment explicité l'importance des écosystèmes et leur part grandissante, et de dire, maintenant, dans des systèmes où il y a une grande part de renouvelables, variables, solaires, éoliens, il ne faut plus regarder le coût des énergies les unes par rapport aux autres. Enfin, c'est évidemment important de réduire le coût des énergies, mais ce qui compte vraiment, et la part grandissante, c'est
c'est les coûts d'équilibrage du système, donc les coûts de flexibilité, de transmission et distribution. Il y a un truc qui me frappe parce qu'on parle des 50 et quelques milliards qu'ont coûté les 6 EPR, mais Enedis a annoncé un plan d'investissement de 90 milliards pour 2040. 90 milliards, rien qu'Enedis. Et RTE n'a pas encore annoncé son plan d'investissement. Donc on est sur des sommes énormes aussi sur le réseau. En gros, la conclusion de tout ça, c'est que ça va coûter très cher la transition énergétique. J'allais rebondir justement sur ce point, parce que dedans, il y a aussi le coût et l'avenir du coût des matériaux de cette transition énergétique. Absolument, et que ça ne fait qu'augmenter. Voilà, justement. Exactement, ça ne fait qu'augmenter. Et voilà, donc bon. Mais de ce point de vue-là, vous le savez, je pense que le nucléaire est extrêmement performant sur son utilisation des matériaux, puisqu'on utilise... Ce qui limiterait les dépendances. Et ça vient du fait qu'on produit beaucoup d'électricité, donc on a un taux de disponibilité très élevé, et puis aussi on exploite les installations très longtemps. Petite dernière question avant de passer à la boîte à questions. Comment intégrer les périodes de sécheresse qu'on peut voir de plus en plus dans le fonctionnement des réacteurs actuels et futurs ? Alors, ces périodes, ces questions de sécheresse, il y a deux sujets. Il y a les sécheresses et puis il y a les autorisations de rejet. Voilà. Aujourd'hui, à ma connaissance, on n'a pas de problème de sécheresse. Donc nous, on a fait une étude pour recalculer en fait les consommations d'électricité de toutes les installations qui étaient en bord de rivières et de fleuves en France par rapport au débit mesuré à la station hydrométrique qui était juste à côté de l'installation. Et on arrive à 1%. Donc même si on prend une hypothèse sur le Rhône à une baisse de 30%, on est quand même large, quoi. Donc nous, on ne pense pas qu'il y a de sujet là-dessus. D'autant plus que, et c'est bien écrit, alors, je vous invite à lire un rapport qui est formidable, c'est le rapport de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée sur le bassin versant du Rhône, parce qu'ils expliquent bien que c'est très difficile de prévoir l'évolution des débits futurs, surtout sur un fleuve comme le Rhône, puisqu'on a une partie Alpes, une partie pluie, qui est la Saône. Et en fait, le réchauffement climatique peut avoir aussi pour effet d'augmenter les débits à certains moments. Donc, on le voit bien avec les pluies torrentielles. Donc, ils ont beaucoup de mal à modéliser. Donc, ils ont pris l'hypothèse de baisse de 30%. Mais même là, vous voyez, comme on va représenter 1%, les mêmes budgets, ils vont passer à 2% quand ils auront leurs 2 EPR. On est quand même large. Voilà. Donc, c'est cette question de la sécheresse. On sait qu'il y a des centrales qui fonctionnent sans eau. Enfin, dans les petits AMR qui arrivent, là, les Advanced Modular Reactors, il y a des réacteurs qui fonctionnent sans eau. Et puis, on sait aussi qu'on a en Californie, en Arizona, pardon, il y a la centrale de Palo Verde qui fonctionne avec des eaux usées. Il n'y a ni mer, ni rivière, ni lac. Donc, on sait qu'il y a des systèmes pour nous permettre de gérer l'eau. Donc, je pense que la sécheresse, pour moi, c'est vraiment soluble. La question des autorisations de rejet, enfin, ça pose... c'est pas inquiétant pour nous parce que la consommation d'électricité en France est très inférieure l'été à ce qu'elle est l'hiver, donc ça pose pas de problème aujourd'hui. Maintenant, on a mauvaise presse à chaque fois et ça pose des questions sur la façon dont sont rédigées les autorisations de rejet, puisqu'ils ont été rédigés il y a longtemps, enfin sur la base de données anciennes. Et peut-être qu'il faut utiliser l'ensemble des études d'EDF depuis 40 ans pour re-regarder et réévaluer ces autorisations de rejet. Parce que parfois, en fait, la rivière, elle arrive, elle est déjà au-delà de la température limite, en amont de l'installation, quoi. Donc ça veut dire qu'elle est plus adaptée. Ces autorisations de rejet ne sont plus adaptées à la situation de réchauffement climatique dans laquelle on est. Merci beaucoup Valérie. Maintenant, on va passer à la boîte à questions, qui sont les questions que vous nous avez posées. Alors, première question Valérie, êtes-vous consultée par les pouvoirs publics dans le cadre de la préparation de la future loi, en principe fin de cette année, qui va définir les besoins d'énergie? Et si oui, quelle est votre position? Alors, absolument. La ministre a lancé début juin une consultation. Et en fait, elle a lancé 7 groupes de travail. Et nous, on a fait partie du groupe de travail électricité. Donc, on a été consultés.
Ce qui est un peu compliqué, c'est qu'au début, l'étendue du groupe de travail, c'était jusqu'en 2050, voire même après 2050. Et puis finalement, dans la version finale, on est resté sur 2035. Donc nous, sur 2035, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire sur le réseau 2035. Donc on n'a pas énormément de choses à dire. Si ce n'est, comme je l'ai dit, il faut qu'on opère bien les centrales, il faut qu'on travaille sur les possibles augmentations de puissance. Mais ce qu'on doit faire surtout, pour nous, 2035, c'est une date charnière pour ce qui se passe après. Après, on va commencer à mettre en réseau de nouvelles installations, des nouveaux EPR, des nouveaux SMR Newark, voire des nouveaux prototypes de réacteurs avancés. Et on doit surtout faire face à l'effet falaise qui arrive au début des années 2040, c'est-à-dire aussi aux extensions au-delà de 60 ans. Est-ce qu'on va pouvoir fonctionner au-delà de 60 ans ou pas? Parce que sinon, on a un vrai problème. Voilà. Donc pour nous, cette partie, au-delà de la question des opérations, pour nous, ce qui est vraiment essentiel sur cette période-là, c'est de préparer la période d'après, qui sera une période critique pour le réseau électrique, à la fois parce qu'on risque de perdre des unités avec l'histoire des 60 ans, et aussi parce qu'on va mettre des unités en ligne. Deuxième question, que faire du système ARENH qui gère notre parc électronucléaire français? Faut-il sortir du marché également? Faut-il sortir du marché européen de l'électricité? Alors, bon, de toute façon, l'ARENH, il est fini en 2025, donc il s'éteint de lui-même. Maintenant, quand on parle aux spécialistes, ils disent que le système électrique européen, on en a parlé tout à l'heure, est très utile à court terme pour les échanges à court terme et la sécurité d'approvisionnement électrique à court terme. Mais ce qui ne va pas, c'est qu'il ne donne pas de signaux longs aux acteurs, que ce soit aux investisseurs. Ils ne peuvent pas du tout utiliser le prix de marché pour savoir s'ils vont construire des nouvelles installations ou pas. Et pour les consommateurs, parce que du coup, nous, ils ne peuvent pas bénéficier du coup de la compétitivité du nucléaire. Voilà, ni les consommateurs, ni les industriels avec le système européen. Donc, voilà, donc il faut un nouveau système. Donc, disons, il nous faut une nouvelle régulation. Voilà. Qui permettent pour le nucléaire de faire des contrats longs, soit sous forme de CFD, c'est la proposition qui est actuellement à Bruxelles, soit ce qu'est en train de faire EDF, où ils font des propositions de contrats longs aux industriels. Oui, absolument. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus justement sur ces il n'y a pas grand-chose. Ah oui, mais il n'y a pas grand-chose qui est sorti en fait. Je crois qu'ils ont mis sur le marché une certaine quantité d'électricité, je crois pour 2027-2028 de mémoire, à un prix qui a été dit inférieur à 100 € du mégawattheure. Et alors, ce que je ne sais pas, je ne connais pas exactement les détails des contrats, mais je pense qu'il doit y avoir des clauses qui leur permettent d'échapper, de satisfaire les règles concurrentielles sur ces contrats. Mais on n'a pas d'informations, on a juste vu des annonces en fait. Alors, je passe à la question suivante. Qu'est-ce qui fait la différence entre EPR et EPR2? Alors, un EPR2, c'est un EPR, mais plus facile à construire. Voilà, c'est-à-dire qu'il a le même niveau de sûreté, mais il a été conçu pour être plus facile à construire. En fait, vous savez, comme patron de la SFEN, j'ai eu Xavier ça, c'est que ce qui a été fait dans le premier, c'est qu'en fait, les ingénieurs ont bien travaillé pour négocier avec l'autorité de sûreté et faire un truc super sûr, mais après, ils n'ont pas travaillé avec les industriels sur la manière de fabriquer de manière industrielle le modèle. Et ils ont attaqué tout de suite la construction. Je pense qu'ils étaient pris par le temps. Ils avaient une fenêtre de tir pour lancer le projet, donc c'est ça qui s'est fait. Ça se voit bien dans le rapport Foll, c'est ce qu'il dit. Et donc, il n'y a pas eu ce travail qui a été fait sur le PR2. Donc, ce qu'ils ont fait sur le PR2, c'est que sur chaque phase du chantier, ils ont consulté en fait les fournisseurs et une série de fournisseurs pour leur dire comment on peut adapter le design pour que pour vous, ça soit plus facile à faire. Voilà. Donc les génies civils, les montages électromécaniques, enfin toutes les parties. Donc le design a été simplifié. Il y a eu une réduction aussi de nombre de pièces dans les catalogues. Il y a eu une conception entièrement sur un système informatique, vous savez, comme utilisent les avions, où ils ont tout le monde qui travaille sur les mêmes données. Donc si quelqu'un change quelque chose, tout le monde est au courant et peut s'adapter. On ne découvre pas ça sur le chantier où c'est construit. Voilà. Donc il y a un certain nombre de choses qui ont été faites dans le cadre du plan Excel, qui était la réaction de l'industrie au rapport Fols, qui était le retour sur expérience de Flamanville.
pour que le chantier se passe mieux, plus vite, etc. Mais ce qui est aussi essentiel, je pense, et critique, c'est la décision d'en faire 6. C'est de ne pas en faire un de manière isolée, puisqu'on sait qu'en faire 2 sur un même site, c'est baisser de 15% le coût des 2, puisque le deuxième va à peu près 30% plus vite. C'est ce qu'on voit d'ailleurs sur Hinkley Point. Et puis, et là, d'en faire 6, ça donne une visibilité, 6 cadencés, ça donne une visibilité à tout le monde. Ça permet de gérer les compétences, de gérer la ressource disponible, en fait, à la fois sur tout ce qui est outils, capacité des usines et puis personnes sur les projets. Donc c'est ça qui est assez critique, c'est le fait de se lancer sur 6. Un vrai programme industriel, comme nous on a fait dans les années 80 et comme les Chinois font aujourd'hui. Rapidement, par rapport à ce type de programme, est-ce que vous aurez quelques informations sur la structure qui va permettre de financer cette construction des 6 EPR ? Non, pas du tout. Comme je vous disais, on a fait des papiers, on a fait des événements, mais maintenant les gens travaillent. Et en plus de ça, je pense qu'au-delà du schéma financier, il y a aussi la question de qu'est-ce qui sera autorisé par Bruxelles. Donc j'imagine que des échanges ont lieu, mais on n'a pas la visibilité là-dessus, donc je ne peux rien vous dire. Je ne sais pas. C'est-à-dire, quand vous dites les échanges avec Bruxelles ? Je pense que le gouvernement a des échanges avec Bruxelles pour savoir qu'est-ce qui serait accepté comme aide d'État. Voilà. D'accord. Une autre, je passe à la question suivante. Bonjour Valérie, pour tout un ensemble de raisons que nous connaissons bien, le nouveau nucléaire ne sera pas opérationnel au mieux qu'en 2035 et probablement plus tard. Et donc même avec un prolongement de la durée de vie des centrales existantes, ce que nous espérons, on aura besoin d'ici là d'autres sources d'électricité. Donc comment fait-on d'ici là ? ENR qui demande un backup gaz, qu'en pensez-vous ? Alors écoutez, on en saura mieux demain, quand on aura le rapport RTE. Puisque j'espère, moi j'attends des simulations du système électrique d'ici 2035 avec plusieurs hypothèses. Donc que vous sachiez, sur le nucléaire, l'hypothèse standard c'est 350 TWh, mais il y a une hypothèse haute à 400 TWh qui peut être atteinte si tout va bien sur le parc actuel. Et donc il y a la même chose sur l'éolien terrestre, l'éolien offshore, le solaire. Et donc là, ils vont faire tourner le système avec différentes hypothèses. Il y a aussi des analyses de sensibilité, comme dans la première étude. Donc on va voir justement quelles sont les conditions, les risques associés à différentes trajectoires. Ouais, c'est ça l'idée. Dernière question de la boîte à questions. On va revenir sur la 4e génération que vous avez évoquée, sur le nucléaire de demain, ce fameux nucléaire de demain. Y a-t-il un risque d'invasion de l'Europe par des productions américaines ? Apparemment, y a-t-il un risque d'invasion au niveau de l'Union européenne sur des productions américaines, notamment au niveau des SMR ? Alors moi, je crois vraiment. Je suis très énervée sur ce sujet. Parce qu'on a vu qu'avec leur nouveau programme, la Phoenix, les Américains... Alors déjà, ils ont gagné les EPR en Pologne sans qu'il y ait eu d'appel d'offres. Voilà. Bon. Et ensuite, là maintenant, ils arrivent... Ça pose la question des marchés publics européens. Voilà. Là-dessus, ils arrivent en Europe de l'Est. Ils étaient déjà arrivés en Roumanie, où ils sont très présents. Et ils arrivent en Europe de l'Est avec des financements pour faire des études. Vous savez qu'on appelle ça coal to nuclear, c'est-à-dire étudier comment transformer un site à charbon en site nucléaire. Et en fait... c'est-à-dire le transformer pour qu'il soit directement raccordé avec le moins de travaux possible. Oui, c'est-à-dire que le grand truc actuellement des Américains, ils ont étudié tous leurs sites charbon pour étudier lesquels pouvaient accueillir un SMR à la place de la centrale à charbon. Et en fait, c'est très intéressant parce que ce sont des sites qui sont déjà industriels. Il y a du personnel formé parce que ça ressemble quand même beaucoup à une centrale à charbon au niveau des compétences. C'est une machine à vapeur. Et puis, en général, il y a un accès à l'eau. Enfin bon, voilà, il y a un certain nombre de critères qu'ils ont gardés. Et une partie très importante des sites américains aujourd'hui peuvent accueillir des SMR, c'est de l'ordre de 80%. Quoi. Et donc, ils sont en train de faire les mêmes études en Europe, mais c'est à nous de les faire, ces études. Voilà. Et de la même façon, ils apportent des financements bilatéraux, alors que vous savez que sur la taxonomie, on est dedans, mais avec des tas de conditions. Et en plus, on a énergie de transition, voilà. Oui, donc voilà, c'est comme si un don s'était dit. Doit être renouvelable. Donc
parce qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord. On est la première région nucléaire du monde. Quoi. On a plus de réacteurs que les Américains en Union européenne. Donc, et on a 1 million d'emplois. On a une grosse industrie nucléaire. Et même en Italie, les Italiens, ils sont sortis du nucléaire, mais industriellement, ils sont hyper bons en nucléaire. Hein. C'est eux qui nous ont fait nos tuyaux pour réparer les corrosions sous contrainte. Hein. C'est eux qui étaient capables de le faire. Il y a en salle d'eau nucléaire, il y a des industriels, et puis il y a énormément d'ingénieurs, de physiciens formés en Italie. Donc, on a vraiment une grosse industrie nucléaire en Europe, et c'est hallucinant tout ça, parce qu'on a mis des bâtons dans les roues à nos industriels, qu'on ne sait pas comment financer. Enfin, c'est extrêmement compliqué. Moi, l'année dernière, j'avais étudié l'histoire de l'hydrogène bas carbone. Aux États-Unis, il y a des subventions dans le cadre de l'Inflation Reduction Act pour l'hydrogène. Et c'est complètement neutre technologiquement. La seule chose qui compte, c'est combien de CO2 on a émis en fabriquant l'hydrogène. Enfin, c'est hyper facile. Et en Europe, on avait 10 réglementations en cours, différentes en fonction de l'aviation, des transports maritimes, etc. Et on était en retard, on n'avait toujours rien sorti, on était en train de se disputer sur chacune des législations. Donc il faut vraiment qu'on fasse attention, vraiment. Voilà. Et c'est clair que les Américains arrivent en Europe avec leur industrie nucléaire, c'est clair, et que nous on est là et qu'il faut qu'on ait une souveraineté industrielle. Et comment justement les États et même l'Union européenne peuvent-elles accélérer justement le déploiement de champions industriels pour partir à la conquête de ces marchés mondiaux? Alors, déjà, ce qui serait pas mal, c'est que donc l'Alliance du nucléaire s'est réunie avec cet objectif de 150 gigawatts, donc ça veut dire quand même 30 à 40 chantiers nucléaires en Europe. C'est quand même beaucoup. Ce qui est une belle relance déjà pour la une belle relance. Donc je pense qu'avant d'aller en dehors de l'Europe, nous on peut se le permettre parce qu'on a une industrie très forte et puissante. Mais il faudrait déjà s'assurer qu'on est capable d'exécuter en Europe nos chantiers. Et voilà, donc là maintenant on a. Parce qu'il y a un appel d'air, notamment on revient avec en termes de formation notamment. Oui, absolument. Et puis il y a des synergies industrielles. Il faut qu'on arrive à avoir une supply chain européenne. Absolument. Donc ça, c'est pas encore mis en marche. Et je pense qu'il est très important que la prochaine commission mette ça en marche. Voilà. Et je pense qu'on commence à voir à Bruxelles l'idée d'une politique industrielle, ça commence à faire son chemin. Moi, j'ai pas d'espoir. De toute façon, il faut y croire. Inclus le nucléaire. Je pense au Net Zero Industry Act, qui n'a toujours pas reconnu le nucléaire comme industrie stratégique. Exactement. Absolument. Merci beaucoup Valérie. Maintenant, on va passer, on a terminé les questions de la boîte à questions. Nous allons désormais conclure ce webinaire par vos questions, celles du chat. Donc nous attendons vos questions. Alors Valérie, première question. Vous indiquez que les liaisons transfrontalières étaient précieuses pour assurer la continuité d'approvisionnement. Ne sous-estimez-vous pas le risque d'une pénurie de puissance pilotable associée à un surdimensionnement considérable de puissance intermittente peu foisonnante? Par exemple, un solaire considérable dans un fuseau horaire. Alors, pour ça, il faut faire des études. Et donc, comme je disais, demain, on va avoir une étude, justement. Donc, j'attends avec impatience les résultats. Parce qu'ils sont capables de faire des simulations au pas horaire, quoi. Dans différents scénarios de temps. Vous savez que RTE, ils ont refait tous leurs scénarios avec Météo France. Donc, et jusqu'à présent, ce qu'ils disent, c'est que le problème, c'est pas la météo, le problème, c'est justement la façon dont nos voisins développent leur système électrique. Mais on verra demain ce qu'ils disent. Autre question. Est-il prévu que les centrales nucléaires françaises vont continuer à essayer de suivre les fluctuations au jour le jour de l'éolien plus solaire, au risque de faire vieillir nos centrales actuelles prématurément avant l'arrivée des EPR? Alors nous, on n'a pas de données sur le fait que les fluctuations, je sais que c'est des débats que je vois sur Twitter, mais nous, on n'a pas de données sur l'effet du suivi de charge sur les besoins de maintenance des centrales nucléaires. C'est un sujet pour nous qui n'est pas tranché au niveau des données qu'on a. Autrement, le fait que nos centrales sont capables de faire du suivi de charge, c'est aussi une partie importante de la valeur qu'elles apportent au réseau. Maintenant, il faut qu'elles soient rémunérées pour ça.
Je crois que c'est ça le sujet. C'est le modèle économique. Alors c'est évident, nous, notre section économique, ils préfèrent quand les centrales elles fonctionnent tout le temps. Mais bon, les systèmes futurs, il y aura des renouvelables qu'on le veuille ou pas. Et donc, mais l'avantage qu'on a, en effet, c'est qu'on sait s'adapter à ces systèmes-là et donc et on apporte de la valeur à ces systèmes-là. Maintenant, il faut qu'on soit payé pour ça. Je reviens sur le modèle économique et surtout l'application. On parlait notamment des SMR et leur application pour remplacer en capacité pilotable du charbon aux États-Unis. Quelles applications donc pour les SMR en France? Alors nous, on croit énormément au multi-usage. On n'a pas encore trouvé, on n'est pas d'accord parce qu'on entend multi-usage, hybride, flexibilité, etc. En fait, c'est de la cogénération. Voilà, donc c'est de faire à la fois de l'électricité et de la chaleur pour alimenter des réseaux de chauffage urbain, de la décarbonation de sites industriels, faire de l'hydrogène haute température, ou faire de l'hydrogène avec de l'électrolyse haute température, ou faire de la désalination. Voilà. Donc, ce qu'on espère, c'est que les premières unités construites de Neward seront justement multi-usages, parce que ça apporte un besoin complémentaire dans des gros bassins industriels. On n'arrête pas de parler de fosses. Il y a des besoins énormes. On pense aux gigafactories qui vont voir le jour. Exactement. Et je crois que RTE disait qu'ils avaient reçu de la part des industriels des demandes de connexion RTE, donc haute tension pour 13 gigawatts. Donc, une usine comme celle d'ArcelorMittal à Dunkerque, ça serait 1 gigawatt d'électricité. Voilà. Donc voilà, donc on a besoin de ces nouvelles unités pour faire ce qu'on va appeler, nous, on appelle ça de la décarbonation profonde. Je pense à la décarbonation de gros sites industriels sur lesquels on peut apporter de la haute température, d'achat à haute température et qui sont quasiment impossibles à décarboner autrement, quoi. Donc on voit vraiment un intérêt croissant des industriels sur ces sujets. Ils ont été très échaudés par la crise énergétique et par la dépendance vis-à-vis des prix du gaz. Donc ils sont intéressés par une proposition de valeur de prix prédictibles et de fourniture de chaleur. Voilà. C'est-à-dire de prix prédictible? Le nucléaire produit un prix prédictible. Une fois que vous l'avez construit, comme le coût de production est très peu dépendant du coût de l'uranium, votre prix, vous le savez à l'avance sur des années. Donc ça, c'est très intéressant pour un industriel, parce que quand il fait son business plan, imaginez ArcelorMittal, je crois qu'ils doivent investir 1,5 milliard sur leur site. Pour faire leur business plan, ils ont besoin quand même de savoir quel prix d'électricité. Oui. Exactement. Donc le nucléaire, on offre des prix extrêmement prédictibles qui ne fluctuent pas en fonction des évolutions des coûts des matières premières. Donc c'est extrêmement précieux comme proposition de valeur pour un industriel. Et d'apporter de la chaleur aussi, parce que dans les scénarios du gouvernement, j'imagine qu'ils seront discutés la semaine prochaine, on a du mal à boucler en chaleur. Parce qu'on n'arrête pas de nous parler d'électricité, c'est normal parce qu'on adore ça. Et bon, même si l'électricité passe de 25% à 50% du mix énergétique en 2050, il reste 50%. Et les 50%, c'est de la chaleur. Et aujourd'hui, cette chaleur, on sait qu'on va avoir du mal à la produire avec de la biomasse, parce qu'il y a beaucoup de débats pour savoir quels sont les gisements de biomasse, et tout le monde se jette sur les gisements de biomasse en disant qu'il veut les utiliser. Donc il va falloir prioriser sur l'utilisation de la biomasse. Bon, il y a la géothermie qui peut être un recours intéressant, évidemment. Mais voilà, tout ça, ça va être que dans certaines zones compliqué. Donc je pense qu'il y a une vraie proposition de valeur pour nous, pour la chaleur, mais après 2035... Voilà, donc on était un peu frustrés puisque l'on s'arrête en 2035, mais je pense que nous on va travailler sur la chaleur. Il y a beaucoup de nouveaux entrants là qui travaillent sur la chaleur, la Calogena, mais aussi Exana, Narea, tout le monde travaille sur la chaleur parce qu'ils ont identifié qu'il y avait un besoin non couvert. Et que sur l'électricité, on a les EPR qui vont arriver dont le rôle c'est de finalement produire beaucoup d'électricité sur très peu de sites, donc d'assurer la sécurité d'approvisionnement de la France. Et à côté, on a besoin de faire d'autres choses, de décarboner d'autres choses, décarboner l'hydrogène, décarboner la chaleur. Et là, les petites unités, ça va être vraiment... Nous, on voit ça comme vraiment un outil pour faire ça. Autre question, quid des programmes de surgénérateurs qui ont été récemment rachetés par les Américains ? Alors, là, vous me parlez de quoi ?
Alors je ne sais pas, j'ai juste eu la question comme ça, mais de toute façon ce n'est pas grave, j'ai passé à une autre question. Comment expliquer la faiblesse des estimations de RTE à horizon 2050 alors que l'Allemagne, elle, tape sur une croissance de 150 à 200% d'ici là? Alors en fait, dans les faiblesses, dans les estimations de RTE en 2050, il y avait la trajectoire centrale, il y avait un scénario bas et un scénario haut. Le scénario bas, il s'appelait sobriété et le scénario haut, il s'appelait réindustrialisation profonde. Il y avait beaucoup d'hydrogène, des biocarburants et il y avait surtout les industriels électro-intensifs qui avaient fait des demandes assez fortes. Et comme je vous le disais, le scénario de référence, il a été ramené de 15 ans en avance, c'est-à-dire de 2050 à 2035. Donc là, on est sur une hausse importante. Donc je ne sais pas ce qu'ont fait les autres pays par rapport ça, c'est vraiment la conséquence de Fit for 55. Je crois que c'est assez difficile, je crois avoir entendu RTE répondre là-dessus une fois, en disant que c'était assez difficile de faire aussi des comparaisons de pays à pays, parce que nous, on était par exemple en avance sur l'électrification du chauffage par rapport à d'autres pays. Donc c'est un peu difficile de faire des comparaisons comme ça, parce qu'évidemment, les autres pays ont des zones de progression plus fortes sur certains sujets que nous. Autre question, y a-t-il des projets de développement de réacteurs surgénérateurs sodium ou autres? Qu'en pensez-vous? Oui, alors il y a actuellement 15 startups, enfin nous on en a compté 15, qui ont remis des dossiers pour le programme France 2030 pour la phase 1. Donc ils vont recevoir 10 millions, les lauréats vont recevoir 10 millions d'aides publiques. Donc dans les lauréats actuels, il y a un projet sel fondu, Narea, et un projet plomb de Nucléo. Donc on attend les prochains lauréats. Donc maintenant, on va voir sur ces 15, c'est évident que sur la phase 2, il y en aura moins, et à la fin, il doit y avoir un prototype de financé. Nous, on est pour qu'on ait au moins 2, parce qu'on se dit avec toutes les technologies, ça serait bien que la France ait au moins un avant-projet détaillé sur 2 technologies. Voilà, et alors c'est très ouvert au niveau des technologies, au niveau des combustibles, au niveau des bénéfices que ça peut apporter en termes d'économie de combustible, mais aussi en termes de retraitement d'un certain nombre d'actinides mineurs sur les transmutations. Et c'est aussi très varié, mais comme je disais quand même, on a l'impression qu'ils s'intéressent énormément au multi-usage et à la décarbonation de l'industrie. Il y en a un aussi qui a pour objectif de décarboner le chauffage urbain. Autre question. Qu'est-ce qui retarde encore le démarrage de FA3 ? C'est une bonne question. Moi, j'ai compris qu'il y avait encore des choses sur les soudures réparées. Elles ont été réparées, mais il y a encore des choses là-dessus. Mais nous aussi, on attend le premier chargement début 2024. Le chargement du fioul. On va revenir encore une fois sur les fameux 6 EPR annoncés par le président de la République. À quel stade d'étude et donc à quel niveau de pression ou incertitude, où en sommes-nous sur les délais? Avez-vous déjà une certitude technique au moins de les avoir en opération pour 2035 ou après? Non, en fait, ça c'est le calendrier qui a été annoncé par EDF. Alors, ils sont quand même sur un mode prudent sur tout ce qu'ils annoncent, puisqu'ils ont quand même été énormément critiqués pour avoir fait des annonces qu'ils ne respectaient pas. Pour l'instant, moi, à ma connaissance, on est dans les temps. Ce qui était extrêmement important, ce qui était sur le chemin critique, c'était le débat public, parce que EDF avait besoin du débat public pour déposer la DAC, la demande d'autorisation de création. Donc pour moi, ils sont dans les temps. Et vous savez qu'il y a 2 process parallèles. Il y a l'instruction de l'ASN et puis l'autorisation environnementale. Et avec les nouvelles procédures, ils devraient avoir fini l'instruction et avoir l'autorisation environnementale début 2024. Et donc commencer la préparation du terrain. Voilà. Donc moi, j'ai pas d'informations comme quoi il y a un souci sur ce calendrier. On est toujours sur un premier béton en 2027. Bon, maintenant, ça ressemble beaucoup à un EPR, mais ça sera un EPR 2. Voilà.
Donc, ils ont annoncé ce calendrier, voilà. On n'a pas d'informations supplémentaires. On va espérer qu'ils le tiennent. Oui, bien sûr. Selon vous, et compte tenu des détails que vous mentionnez, pour une éventuelle exploitation de la chaleur nucléaire, quelle serait la technologie marginale de décarbonation en 2050 ? Est-ce que selon vous, une exploitation de la chaleur pourrait-elle remettre en cause les trajectoires de valeur carbone des commissions Kwinet ? Alors là, c'est extrêmement... Je sens que le monsieur ou la dame qui pose la question connaît beaucoup plus que moi sur la chaleur. Il y a beaucoup d'experts dans les sympathisants comme dans les adhérents de patrimoine nucléaire et climat. Pour l'instant, quand on a regardé les scénarios 2050, et à notre grande dame, parce qu'on a beaucoup protesté là-dessus, la chaleur nucléaire n'apparaît pas dans la trajectoire de décarbonation de la chaleur française. Alors, le point positif, c'est que ça ne s'appelle plus chaleur renouvelable, ça s'appelle chaleur bas carbone ou chaleur décarbonée. Mais on n'a pas actuellement fait des scénarios. Il n'y a aucun scénario à ma connaissance qui existe sur la part de chaleur que pourrait représenter le nucléaire en 2050. Je ne sais pas si c'est votre question, mais j'ai rien vu là-dessus. Je pense que ça n'existe pas. Une autre question avec un prisme assez souverain. Va-t-on, comme au début du programme nucléaire français, être dépendant du futur Westinghouse côté surgénérateur ? Alors, je ne pense pas. Pas à ma connaissance. Il y avait un des candidats qui avait un design Westinghouse au plomb, qui était Next Engineering, mais je ne sais pas, j'ai pas une nouvelle, j'arrive pas à parler. Récemment, je ne sais pas s'ils ont déposé finalement leur demande d'aide à l'État, donc je ne sais pas. Autre question concernant le projet d'EPR en Inde. Savez-vous où en est le projet d'EPR en Inde ? Alors, on attend la commande d'une... ce que je vous donne, c'est de l'information publique. On attend une commande d'études de la part des Indiens pour adapter le design à certaines régulations indiennes. Voilà. Voilà, ça n'a pas été annoncé ni à la visite du Premier ministre indien en juillet, ni à la rencontre qui a eu lieu à l'occasion du G20, où le président français était en Inde. Par contre, ils ont fait une déclaration commune comme quoi le projet avançait. Donc, j'en sais pas plus. De notre côté, on va signer un accord avec l'Indian Nuclear Society de coopération en décembre à Bombay. Et on va prendre quelques dernières questions. Une question sur Astrid. Est-ce que pour vous, le projet Astrid est-il définitivement mort et enterré ? Ah oui, je le pense. Les équipes sont maintenant sur d'autres projets. Mais je pense que, c'est ce que me disent les équipes, c'est que toute la propriété intellectuelle et ce qu'on a appris dans Astrid est maintenant dans les startups SME du CEA. Donc Astrid continue, mais sous une autre forme. Et quelles sont ces formes, justement ? Vous avez plusieurs startups Sodium, en fait, qui ont été essaimées par le CEA. Donc, la plus connue, c'est Exana, mais vous avez aussi Blue Capsule, Autrera. Donc, vous avez aujourd'hui plusieurs startups qui ont été essaimées, qui ont candidaté pour l'appel à projet et qui ont repris la propriété intellectuelle, enfin en tout cas le résultat des travaux d'Astrid. D'accord. Et quid du pilotage justement de ces startups ? Elles sont autonomes, voilà. Elles sont autonomes. Alors, il va y avoir, dans les jours qui viennent, j'ai vu qu'il avait commencé à communiquer là-dessus sur LinkedIn, la création d'une agence d'État qui est pilotée par Fabrice Legendre, qui était un ancien du CEA, qui était à la DGEC, qui est maintenant revenu, et dont le rôle qui sera chargé par l'État d'aider les startups, voilà, pour tous les besoins qu'ils peuvent avoir, en particulier l'accès à la recherche au CEA, mais du CNRS et à la recherche académique, les besoins en outils de démonstration, et aussi sur le process pour passer la phase 2. Voilà, donc ces moyens de support aux startups se mettent en place. Et je vous invite à venir, si ça vous intéresse, le 11 octobre à la convention de la SFEN, puisque en fait, ça va être le sujet de cette convention, c'est quels sont les besoins de soutien de ces startups
et comment les grands acteurs aujourd'hui institutionnels y répondent. Il y aura l'ASN en particulier. Elle se déroulera où cette... À Paris, le 11 octobre, à l'Union des chemins de fer. Dans quel arrondissement? C'est dans le... Je ne pourrais pas vous dire, je crois que c'est le 15e, mais c'est près du 7e, c'est près de la Tour Eiffel. D'accord, parfait. Voilà. Mais écoutez, c'était la dernière question. Nous n'avons pas d'autres questions. Donc, Valérie Faudon, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup de nous accueillir pour l'ensemble de nos webinaires. Merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir pris sur votre temps pour nous recevoir et nous accorder ce moment d'échange. C'était ce premier webinaire de rentrée de Patrimoine nucléaire et climat. Merci à vous toutes et à vous tous d'avoir été avec nous. Et je vous donne rendez-vous pour le webinaire prochain qui sera très certainement le 7 novembre 2023 au cœur duquel nous recevrons Renaud Crassou qui dirige Neward. Merci beaucoup et passez une bonne soirée. Merci à vous et merci pour votre invitation.